Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 août 2022. Alors aujourd'hui on parlera du Bitcoin, bien évidemment, petite update rapide et on fera un petit point sur la macro. Donc rapidement le S&P 500 et le dollar index qui continue de performer pendant que le S&P repère un petit peu de valeur. Alors du coup le Bitcoin, on arrive en zone de rechargement de ce bottom ici temporaire. On verra si c'est le bottom définitif ou non, jusqu'à ce top des 25 200 $. Donc c'est une zone de prix dans laquelle les acheteurs devraient se manifester autour des 20 000 $, où ça devrait batailler un petit peu, voir si on peut développer un bottom ou pas, donc un second creux ascendant, pour peut-être par la suite former un bottom définitif. Avec la macro actuelle, ça peut sembler être un petit peu compliqué. Ou alors batailler un petit peu, c'est-à-dire simplement consolider pour faire de la continuation baissière et aller nettoyer cette grosse poche de liquidité ici, et du coup potentiellement ce creux ici. J'ai noté avec les élèves tout à l'heure un petit peu, bon on en avait déjà parlé, mais bon là je les ai affichés sur la charte en cas de mouvement baissier qui irait casser les 17 000. Un petit peu tous les creux au niveau du volume profile, donc on en a en gros de 17 000, on en a déjà parlé, hein, de 17 000 jusqu'à 12 100 $, avec des éléments techniques vers les 13 000, donc ce sont des niveaux qu'on pourrait peut-être visiter à terme. Encore une fois, c'est pas obligé, c'est juste des raisons de localisation, de se dire ok, si on y vient, on va faire du business dans ces zones, par exemple du DCA, ça peut être intéressant. D'ailleurs, même du DCA dans cette zone de rechargement, c'est intéressant. Donc le DCA, simplement le fait d'acheter un petit peu par un petit peu pour atteindre son objectif max d'investissement, au lieu d'investir une fois one shot, bah, je peux en fait diviser ça par exemple en 20 et me dire ok, bah, en 20 semaines ou en 20 opportunités, je vais me laisser acheter. Donc par exemple, dès que le prix baisse de 5%, j'achète. Dès que ça rebaisse de 5%, j'achète. Dès que ça baisse de 10%, j'achète. Il y a plein de stratégies. Il y a le DCA le plus basique, qui est par exemple d'acheter une fois par mois. Je trouve pas que c'est le DCA le plus intéressant, puisque on peut acheter à des prix pas très intéressants. Si malheureusement on s'est dit bah, j'achète en fin de mois et qu'à chaque fois en fin de mois on est sur des tops, bon, bah, on se retrouve avec une moyenne de prix qui est pas forcément exceptionnelle. Donc c'est pour ça que j'essaye de coupler des éléments techniques, et donc là ça en est un, cette petite zone de rechargement, ce qui fait que pour quelqu'un qui fait du DCA, bon techniquement ça devrait baisser le prix moyen d'achat vu qu'on est proche des bottoms. Je pense pas qu'un mec qui fait du DCA depuis 3 mois par exemple, il a un prix moyen d'achat à 19 000. Je pense plutôt qu'il doit être par exemple, je sais pas, depuis 6 mois on va dire, il doit être par exemple quelque part par là, 26 000, donc un mec qui achète à 19, ça lui fait baisser son prix moyen d'achat. Et c'est l'objectif hein, qu'on fait du DCA, c'est un peu comme une moyenne mobile, c'est de la voir descendre pour avoir son prix d'achat qui est beaucoup plus intéressant. Par exemple, si vous voyez les moyennes mobiles qui descendent, bah ici c'est le but d'un DCA par exemple, de voir son prix moyen d'achat qui baisse, tout simplement. Pour par la suite avoir un prix moyen d'achat peut-être à 20, 18 000 ou 22 000, et si le Bitcoin est à 60, 70 dans 2, 3, 4 ans, bah ça fait une plus-value qui est plutôt intéressante. Donc c'est comme ça que fonctionne le DCA. Sinon techniquement, bon on avait vu ensemble hein, que le fait de chasser tous les vendeurs avec ces sommets ascendants c'était pas hyper bullish, puisqu'on a cumulé beaucoup de creux, et donc là on est à l'attaque de ces creux. Il reste pour moi, c'est une grosse zone de creux à nettoyer. Je trouverais bizarre qu'on n'y aille pas, honnêtement. Maintenant, le marché peut ne pas y aller, bien évidemment. Ça serait étonnant, mais c'est pas impossible qu'on n'aille pas sous les 18 600. Tant que je vois pas de signe de force pour moi ici, c'est-à-dire en gros structure de retournement, pattern de retournement, épaule tête épaule inversée, voilà, sait-on jamais, un truc comme ça. Je me dis que l'objectif c'est au moins de venir chasser sous ces creux ici, 18 600. Donc sous 18 600 $, voire même par la suite, peut-être même faire un nouveau plus bas sous les 17 500, mais ça, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, c'est peut-être pas ce qui est privilégié. Enfin, ça dépendra un petit peu. Demain, je vous parlerai d'Ethereum et de son excédent de surspéculation récente sur les contrats dérivés dus au merge, c'est un peu grave ce qui s'est passé. Hein. Les open interest sont vraiment trop montés, il y a eu trop de spéculation. Ethereum qui est plus volatile que Bitcoin, là où du coup les liquidations peuvent être plus agressives, enfin plus faciles, que sur un Bitcoin qui est moins volatile. Par exemple, Bitcoin pour chasser son creux, là, son bottom c'est environ 11%, Ether c'est 38-40%. Donc si jamais Ether fait un nouveau plus bas, ça veut dire qu'il aura baissé de 38%, donc ceux qui sont avec levier sont quasiment morts en fait. Donc ça c'est très dangereux. Donc ça c'était le Bitcoin au niveau du daily. Au niveau des momentum, etc., toujours des momentum baissiers, pas encore de divergence, ça pourrait se former dans les prochains jours, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, ça serait un bon élément, mais c'est pas encore formé. Au niveau du volume, pas de réveil des acheteurs, donc à voir. J'attends vraiment de voir si cette semaine les acheteurs vont se réveiller ou pas dans ces zones de rechargement, si on peut vraiment avoir des signes de relance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais après, on est que lundi matin, la semaine est longue et ça pourrait arriver au cours de la semaine. Court terme, alors on est en train de chasser justement tous les creux qu'on avait identifiés, donc c'est des niveaux où il y a des liquidités. Vous voyez que comme par hasard ici, on est venu chasser un tout petit peu, là, légèrement plus bas avant de réintégrer. Donc ça c'est classique, hein, on a un marché qui chasse des stops dans tous les sens.
Pas de signe de reprise non plus ici en H4 ou en 1 heure. Enfin, en 1 heure, j'ai pas regardé, mais petite structure qui pourrait arriver. Je pense que ça pourrait permettre de venir chasser un petit peu de shorters qui auraient mis des stops au-dessus de ça. Donc peut-être un rebond dans les 20 400 dans la journée, c'est pas impossible. Ça semble même réaliste pour liquider un petit peu de vendeurs trop agressifs court terme. Je vais vous montrer ça. Mais là, depuis tout le week-end, quasiment, on a trop de funding négatif, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent à shorter. Donc tout simplement, pour sortir beaucoup de shorters, faut aller au-dessus des 20 300 pour liquider beaucoup de vendeurs et chasser quelques stops. Donc ce serait pas étonnant d'avoir une petite bougie verte ici avant la session US ou pendant la session US s'il y a un rebond. Après, à voir si ça tient vraiment, si ça tient pas, bon bah c'est que c'était un short squeeze pour une continuation baissière. Donc ça, ce sera à surveiller. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Les ratios longs sont quand même assez positifs encore. Pour parler de capitulation et de vraiment beaucoup de vendeurs coincés, il faudrait peut-être soit consolider ici, que le ratio short puisse monter, qu'on puisse capturer beaucoup de vendeurs pour poser le bottom, ou alors voilà, continuer de sortir les acheteurs jusqu'à avoir justement des vendeurs qui se disent bon, c'est le short facile, et qu'on les capture au bottom et que là, on puisse les défoncer et réenclencher quelque chose de plutôt haussier, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Et du coup, la macro, et demain on parlera enfin un point focus sur Ethereum. La macro qui est où? Qui est ici. Tac. Donc on commence par le dollar index qui s'offre un nouveau sommet pour l'instant. Encore et toujours, pas de signe de top ici pour le moment. Récupération du momentum de la part des acheteurs depuis SW ici. Bon, petite divergence baissière qui pourrait se former, ça reste à voir, c'est pas encore confirmé, loin de là. Au niveau de la dynamique des prix, ça reste une parabole. Et clairement, on est toujours dans cette parabole. Donc tant qu'on y est, ça sent l'accélération. Et une parabole, ça se finit souvent par un blow-off top. Donc une grosse accélération, un rejet, un rebond et définitivement un changement de dynamique et un top qui s'est formé. Pour l'instant, on n'est clairement pas dans ce schéma ici. Donc ça reste parabolique et tant que c'est parabolique, bah, ça accélère fortement. Donc là, on est peut-être encore loin du top. On en est proche, mais en tout cas, bah, on n'a pas les signes de gros signes de top. On avait des petits signaux de faiblesse ici. On avait vu ensemble, mais on avait vu. C'était des signaux de faiblesse, pas de top définitif. Simplement divergence baissière et pattern de retournement baissière. Bon, pour autant, au final, ça n'a pas déclenché une structure. Il aurait fallu voir ça en fait. Tac, tac, tac. Si on avait vu ça, ok. Malheureusement, on ne voit pas ça. Donc le dollar index qui reste haussier. Des indices qui repartent au sud, un or qui redescend. Donc l'argent va où? Va dans le fiat. Et quel est le meilleur fiat actuel? Quel est le fiat le plus fort? C'est pas l'euro, c'est pas le yen, c'est pas le yuan, etc. C'est le dollar. Donc c'est logique de voir le dollar index monter. Parce qu'en fait, le dollar index, c'est quoi? C'est le dollar contre les autres monnaies fiduciaires. Et l'euro représente entre 50 et 60% du calcul, donc USD contre les autres monnaies fiat. Donc si le dollar index monte, c'est que l'USD est bullish contre les autres monnaies. Par exemple, si vous regardez USD euro, ça monte. Vous regardez USD yen, ici, ça monte. Vous regardez USD GBP. Pourtant, le British Pound qui était très fort très longtemps, qui est moins fort que le dollar. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Vous regardez l'USD contre tout. Même le franc suisse, ici, même si le franc suisse c'est l'un des assets qui a réussi à performer le plus contre le dollar, enfin celui qui s'est le moins fait défoncer il me semble, ici vous voyez l'USD euro est déjà sur un top, pas l'USD franc suisse, donc le franc suisse qui est du coup je pense plus fort que le GBP, yes. Donc le franc suisse aussi qui est une très bonne monnaie actuellement, donc l'argent se réfugie aussi, hein. Faut croire beaucoup dans le franc suisse, mais bon l'USD qui reste quand même le king, hein, parce que si on regarde CHF USD quand même sur l'année, voilà, même s'il y a eu des bons rebonds, etc., on est quand même dans une tendance plutôt baissière depuis 2021. Donc voilà, mais bon, le franc suisse qui tient quand même très bien, contrairement aux autres, hein. Si on regarde euro USD, voilà, la différence c'est que il tient beaucoup moins bien l'euro. Donc USD et franc suisse, les kings, et le reste pas très fort. Donc dollar index tout naturellement, qui est haussier. Et du coup, pour finir, le S&P 500, alors, S&P 500, d'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous ferai peut-être une mini vidéo où je parlerai dans un débrief de l'importance des taux d'intérêt. J'en avais parlé il y a très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, j'en avais parlé un petit peu. J'en ai parlé avec les élèves très récemment. Je pense que je pourrais revenir dessus, pas maintenant, parce que bon, c'est pas primordial pour le moment. Et quand il y aura des signaux beaucoup plus inquiétants, je pense que je vous referai un point là-dessus. Donc ce sera beaucoup plus technique, mais c'est très important de comprendre les taux d'intérêt, ce qu'ils peuvent apporter au niveau de la lecture et surtout de la direction que les marchés vont probablement prendre.
ça reflète beaucoup la situation macroéconomique. Mais bon, petite parenthèse fermée, on reprend du coup le S&P 500 malheureusement qui switch de dynamique, les M se reforment, donc ça c'est signe d'une dynamique baissière, on en avait parlé, mais à tout moment on pouvait rejeter au contact de cette trendline, bon bah malheureusement ça rejette, également au niveau des momentum, les divergences on avait vu aussi, perte de force du côté des acheteurs, pattern de retournement baissière, rebond nouveau plus bas, donc creux et sommet descendant, signe d'une dynamique baissière, je fais des creux, creux ascendant, sommet descendant, creux descendant, donc j'inverse ma dynamique, ce qui n'est pas du tout bullish. Et autre raison à noter, premier arrêt qu'on est en train de perdre, on peut le regagner, le développer, hein, si c'est vraiment bullish, ça se verra au cours de la semaine. En revanche, si ça n'accepte, enfin si on n'a pas de confirmation de maintien de ce premier arrêt, bon bah c'est direction zone de rechargement, et là on verra, est-ce que ce bottom ici est réel ou non? Si ce n'est pas le cas, on sera dans un scénario à la 2008, possiblement, je vais vous montrer ça, où on a 1, 2, 3 sommets, 2008. En fait c'est simple, je n'aime pas, hop, on va faire un truc très simple, bars pattern, tac, et tac, voilà. On va pas se prendre la tête, quoique, un peu plus, on va faire ça. Bars pattern ici, on prend ici, et voilà, ça c'est 2008. Est-ce qu'on est dans 2008 bis? Je sais pas. Possible ou pas, à voir. Si c'est le cas, bon bah on verra bien. Mais bon, je vais mettre à une échelle assez similaire. Voilà. Faudrait une charte clean. Je vais essayer d'avoir ça. Tac, tac, tac. Voilà. Petite formule magique. Je reclone. Oups. Ah, on peut coller des screens. C'est super, ça je savais pas. Mais hop. Ah oui, d'ailleurs. Est-ce que je peux l'agrandir? Très bien. Le prix de l'énergie, hein, on parlait de ça aussi avec les élèves qui explosent ici. Ça non plus, c'est pas bon signe niveau inflation. En Europe, enfin en France ici, mais surtout en Europe. Mais ici, du coup, je vais rebars pattern mon truc, parce que j'en ai besoin. Donc bars pattern, ça veut simplement dire je vais copier en fait l'action du prix précédente pour la reporter sur le prix actuel pour voir si on a une action de prix qui est similaire ou non. Du coup, vu que l'échelle est différente, la volatilité est aussi un petit peu différente. Enfin, pas forcément la volatilité, mais l'échelle de prix. Faut que je puisse réajuster tout ça. Mais voilà, ça en gros c'est 2008. Donc voilà, on a eu un top ici, un sommet. Vraiment, faut que voilà, je mette ça bien. Donc la question c'est est-ce qu'on est là? Est-ce que je peux pas agrandir ça ou mettre une couleur plus vive? Je vais voir. Peut-être en jaune. Hop. Non. Ok. Et du coup, on va retirer le biais. Et voilà. Donc allez, on va décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc bon, ça c'est l'action du prix de 2008. Ok. Donc techniquement, voilà, c'est un peu plus ça sur lequel on devrait se baser. Un sommet, deux sommets, trois sommets. La question c'est est-ce qu'on est ici ou pas? Hop, on va le reporter comme ça, ok. Donc, un sommet, deux sommets, deux sommets. Ici, non, pardon, deux sommets ici, trois sommets ici, un nouveau plus bas, un nouveau plus bas, un rebond, et là la chute catastrophe et la fin. Est-ce qu'on est dans quelque chose de similaire ou pas? Du coup, quand je reporte ici, on voit que là, ça y ressemble quand même beaucoup. On a eu un sommet, deux sommets, trois sommets. On a la même chose, c'est-à-dire le refus de la cassure de la trendline. Tac, le refus, pareil, de la cassure de la trendline. Bon, là, on a encore de chandelles, hein, mais avec les mèches, c'est un petit peu différent. Et on a relongé. Donc, en gros, ça serait un truc comme ça. Ici, tac, tac. Et après, la dernière chute, jusqu'à poser le bottom et voilà, repartir. Et du coup, les cryptos qui pourraient poser un bottom en même temps. Bon, ça reste à voir. Faut savoir que le top a été trouvé en septembre 2007 et le bottom en mars 2009. Si on fait quelque chose de similaire, ça donnerait du coup 500 jours, donc pendant environ 1 an et demi de marché baissier du côté des US, ça donnerait du coup 500 jours. Un bottom pour aller mai 2023. Bon, ça reste à voir. On peut faire ça plus court, peut-être cet hiver. À voir. Mais bon, ça c'est si on est dans un scénario type 2008 et que c'est vraiment inquiétant. La macro est très inquiétante, peut-être même plus qu'en 2008. Bon, ça reste à voir. Si on fait un creux ascendant ici et que ça repart, on est sorti de ce marché baissier et
on sera bon. Par contre, s'il nous attend ça derrière, ça c'est très dangereux. Et malheureusement, si on fait un fractal type 2008, bah, derrière, on peut aussi avoir des crises immobilières, etc. Et ça, j'en parlerai aussi quand je parlerai des taux. Parce que les taux peuvent justement indiquer quand une crise peut arriver ou pas. Enfin, augmenter les chances d'avoir une crise immobilière via la relation d'offre et de demande, via les taux d'intérêt, etc. et les banques, qui sont un élément majeur justement du marché immobilier. Bon, du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je veux pas tenir le discours alarmant. Oh là là, il y a tout qui va s'effondrer. Non. Techniquement, c'est vrai qu'on n'est pas dans le marché le plus bullish. Macroéconomiquement, c'est vrai qu'on n'est pas dans la macro la plus bullish de tous les temps. Maintenant, il faut savoir que pendant ces périodes justement de récession et de crise, bah, c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités. Imaginez que vous puissiez retrouver des prix intéressants sur des entreprises phares des 10-15 prochaines années. Je pense à des trucs comme Apple, Google ou même d'autres entreprises. Pareil du côté des cryptos, des projets qui peuvent exploser dans les prochaines années, donc qui offriront des prix très intéressants. Pareil pour moi le Bitcoin qui est juste exceptionnel, et si jamais il offre des prix encore plus exceptionnels, bah c'est exceptionnel. Je sais que ça fait beaucoup de fois le mot exceptionnel, mais ce serait d'autant plus intéressant en fait au niveau d'un prix moyen d'accumulation. Je raisonne plutôt comme ça. Donc je me dis oui, les graphiques sont pas beaux. Maintenant, fondamentalement, je pense que ça reste toujours intéressant en fait. Maintenant, voilà, faut se corréler à la macro actuelle qui est pas très jolie. Donc si encore pendant quelques semaines, quelques mois, voilà, les marchés tirent un peu la gueule, les cryptos iront dans ce sens-là. Mais maintenant, je vois plutôt ça comme par la suite une opportunité de marquer un bon bottom et de pouvoir, une fois que la situation macro se sera éclaircie, retrouver justement des flux acheteurs dans ces marchés-là et du coup refaire de la valeur et du coup faire du retour sur investissement tout simplement. Maintenant, c'est vrai que là, on est un peu dans les zones de prix où on aimerait bien que le marché puisse se reprendre, parce que c'est les dernières zones quasiment de bottom actuelles, et que si jamais ça tient pas ici, bon il y a encore de la marge un petit peu plus bas bien évidemment. On a vu les raisons de localisation, mais il faut vraiment, j'insiste là-dessus, il faut se dire que cette zone de prix dans laquelle on est actuellement sur le Bitcoin, c'est vraiment une zone de prix très intéressante. C'est-à-dire qu'à tout moment le marché peut vraiment se reprendre ici et on marque un second creux et on aurait des chances d'avoir vraiment un bottom définitif ici. Ok, donc faut pas se dire moi j'achète pas du Bitcoin, enfin après vous faites ce que vous voulez. Mais par exemple, il y a des nouveaux qui peuvent se dire non, moi j'achète pas le Bitcoin donc il va pas sous 10 000 $. Mais si par exemple vous voulez vraiment déclencher des stratégies d'investissement, etc., faut pas avoir pas un seul plan, mais une seule condition. C'est-à-dire en gros, tant qu'il n'y a pas le 9 000 $ pour le Bitcoin, j'achète rien du tout. Ça peut vous faire louper quelques investissements. Maintenant, ça se trouve, on va y aller sous 10 000, j'en sais rien. Par exemple, quelqu'un qui se dit non, moi 19 000, j'attends 18 000. Mais si jamais le marché se retourne à 18 500, c'est peut-être con d'avoir attendu pour 500 $ et de se dire au final non c'est bon, j'achèterai tant qu'on n'est pas à 18 500, j'achète pas, et après acheter via ses émotions et se retrouver à acheter à 30 000 sur un rebond qui sera potentiellement un top, parce que là on se dirait c'est bon, je suis persuadé qu'on va aller à 50 donc j'achète à 30 pour revendre à 50. Au final le marché se retourne peut-être à 33 000, ça serait un peu bête. Donc essayez d'avoir peut-être plusieurs stratégies qui peuvent s'appliquer justement au marché pour pas être pris de court par le marché et être tout le temps out ou tout le temps dedans aussi par exemple. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Du coup on s'arrête vraiment ici. Demain on fera aussi un point sur les liquidations, etc., pour voir quelles sont les zones chaudes du marché où il y a potentiellement beaucoup de liquidités à venir chasser. Mais en attendant on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description en commentaire. Et également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto maintenant. C'est à ce stade du mois, c'est la meilleure modalité de paiement et la seule modalité de paiement intéressante, bien évidemment. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, vous avez les adresses, les réseaux, comment faire et aussi les indications. Donc simplement, une fois que le virement il suffit simplement d'envoyer le TXID à tous les profs ou un des profs, mais tous les profs c'est mieux, comme ça va plus vite, le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, ça ne se fera pas avant le 1er septembre et ce sera via le Patreon, donc attendez absolument le 1er septembre. On s'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouve donc demain, bon début de semaine à tous, ciao ciao.